Bonjour à tous, bienvenue à cette webconférence. Donc, je m'appelle Laura Balp, chef de projet marketing au sein d'Ixelles. Et aujourd'hui, je suis avec Pierre, donc, qui est consultant Black Belt Lean Six Sigma, et qui va vous parler donc, de la méthode BMAIC. Juste avant de lui laisser la parole, je vais vous faire quelques rappels, on va dire, sur la plateforme. Donc, on a coupé vos micros. Par contre, vous pouvez communiquer avec nous tout au long de la webconférence via le panneau de chat, donc il se trouve en bas à droite de votre écran. Et à la fin, on gardera un créneau de 15 minutes pour répondre à un maximum de questions que vous pouvez avoir sur la méthode ou voilà, sur tout ce qui est lié à l'amélioration continue. Donc n'hésitez pas à commencer à les mettre pendant la webconférence et on les traitera à la fin. Donc en deux mots, le cabinet pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc on a un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans les démarches d'amélioration des performances, excellence opérationnelle. On a nos locaux, notre siège à Grenoble et après on intervient partout en France en formation et à l'étranger pour tout ce qui est prestations de conseil. Voilà. Bon, j'en dis pas plus, je laisse la parole à Pierre qui va se présenter en deux mots et qui va débuter cette webconférence. On se retrouve à la fin. À tout à l'heure. Voilà, donc bien bonjour à tous. Donc je m'appelle Pierre Bonnardin, donc je suis consultant formateur chez XL Group depuis pratiquement 20 ans. Voilà, je suis spécialisé dans les démarches Lean Six Sigma, aussi bien en conseil qu'en formation, voilà, pour accompagner des démarches Lean d'amélioration ou faire des formations, donc en inter ou en intra, on en parlera peut-être un petit peu à la fin. Voilà, donc aujourd'hui j'aimerais vous faire partager, l'objectif c'est de partager un certain nombre de secrets sur les conduites des projets DMAIC. Donc je vais vous révéler des secrets qui j'espère vous seront utiles pour voilà, conduire ces démarches d'amélioration. Alors pour commencer, voilà, on va parler du DMAIC. Bien sûr, le DMAIC c'est dans le cadre de démarches Lean et Six Sigma et l'association des deux. Donc on va revoir les principes de base du Lean et du Six Sigma et pourquoi l'association des deux est vraiment intéressante. Alors premier point, le Lean. Bon, si on devait résumer le Lean en quelques mots, hein, c'est faire vite, bien et pas cher. Hein, c'est un peu l'objectif du Lean. C'est-à-dire qu'on va piloter, on pilote SQCDP comme on dit, c'est-à-dire dans un environnement sûr, avec le niveau de qualité requis demandé par le client, un coût maîtrisé pour la rentabilité de l'entreprise, en respectant les délais demandés par les clients et avec un personnel adapté en nombre, en compétences et je dirais aussi heureux, serein. Souvent on dit on fait du pilotage, on fait de la sérénité, hein, c'est-à-dire que les gens sont bien. Voilà, donc ça c'est en quelques mots hein, vraiment les objectifs du Lean. Alors qu'on va retrouver, qu'on peut retrouver dans un projet DMAIC d'amélioration. Alors, le Lean aussi, c'est ce qu'on peut dire aussi, c'est regarder nos activités, nos processus avec les yeux du client. Imaginez un client qui vient dans votre entreprise et qui vous regarde travailler quelque part, qui regarde un processus. Qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir ce qu'on va appeler des activités à VA, comme on dit, donc à valeur ajoutée. Ça, il va être rassuré, hein, c'est ce qui le rapproche quelque part des tâches. Il est prêt à payer pour ça. La valeur ajoutée, il est prêt à payer pour ça. Par contre, il va y avoir d'autres choses pour lesquelles il n'est pas prêt à payer, ce qu'on va appeler des gaspillages ou de la NVA, et souvent de la non-valeur ajoutée obligatoire, c'est-à-dire tout ce qui peut être contrôle, travail de sécurité, etc. Lui, il ne paye pas pour du contrôle, il paye pour un bon produit, mais on est obligé de le faire. Et après, peut-être, probablement, je ne sais pas chez vous, mais il va y avoir plein de gaspillages, hein, ces fameux 7 gaspillages, des temps d'attente, du retravail, des erreurs, des anomalies, de la surqualité, tout ça, ça ne l'intéresse pas et normalement, il ne veut pas payer. Donc finalement, le Lean, c'est quoi ? C'est tout simplement, le Lean, c'est un truc de feignant finalement, c'est-à-dire que les tâches à VA, tâches à non-VA, on va laisser tel quel, mais très facilement, normalement, on arrive à taper dans le gaspillage, c'est-à-dire éliminer tous ces temps d'attente, ces distances parcourues dans les usines ou dans les bureaux, tout finalement ce qui perturbe le travail. Donc le Lean, ça va être vraiment de s'attacher à réduire ça. D'accord ? Et on le verra aussi dans le cadre des projets DMAIC. Voilà vraiment en quelques mots, hein, c'est très court sur les rappels du Lean qu'on va utiliser dans un projet DMAIC. Alors ensuite, le Six Sigma, c'est quoi ? Alors le Six Sigma,
Bon, pour ceux qui ont fait un peu de maths, on se rappelle que sigma, c'est un terme, une lettre grecque qui est utilisée pour définir ce qu'on appelle l'écart type. Alors l'écart type, c'est quoi? Donc c'est par rapport à une tendance centrale, une moyenne. C'est ce qui représente la variation. Si je vous parle de votre temps de travail, pour votre temps de trajet pour aller au boulot le matin, vous me dites une demi-heure ou trois quarts d'heure par exemple, mais bon, en général, vous ne me dites pas l'écart type, mais il y en a probablement. C'est-à-dire qu'en moyenne, vous allez mettre une demi-heure, mais de temps en temps, vous mettez plutôt 35 ou 25 ou 40 minutes. Donc l'écart type, c'est quelque chose qui va permettre de mesurer cette variabilité qu'on peut calculer. Donc à l'origine, c'était ça. Et le sigma, on a transformé ça, ça a été inventé dans les années 80, à partir de ce terme sigma qui est la statistique. On a réutilisé ça pour inventer le 6 sigma. Et 6 sigma, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un processus à 6 sigma, c'est un processus qui fait zéro défaut pratiquement. 6 sigma, ça veut dire que les spécifications du client sont suffisamment loin de la moyenne. Elles sont à 6 sigma de la moyenne, 6 écarts types de la moyenne, ce qui fait que le processus varie peu et génère peu de défauts. Donc c'est en quelques mots la traduction, l'origine du 6 sigma. Et du coup, sigma, on parle de niveau de sigma d'un processus. C'est devenu ce qu'on peut appeler une mesure de capacité du processus. C'est-à-dire qu'on va dire qu'un processus qui est à 3 sigma, c'est à un excellent niveau, fait très peu de défauts. Un processus qui est à 0,8 sigma, il va générer pas mal de ppm ou de pourcentage de défauts. Donc c'est un outil, c'est une échelle de performance de processus au vu des défauts générés pour les clients. D'accord ? Donc l'association est finalement... On a parlé du Lean et du Six Sigma. L'association des deux, ça donne quoi? Ça donne ce type de démarche. C'est-à-dire vous allez engager une démarche Lean Six Sigma DMAIC. Si vous voulez faire du Lean, c'est-à-dire vous allez faire quoi? Ce qu'on voit sur ce schéma, c'est-à-dire que le Lean va réduire votre délai, par exemple. Prenons un exemple d'un délai. Aujourd'hui, vous livrez en 30 jours. Vous faites une démarche Lean, vous allez livrer en 10 jours. C'est-à-dire que vous allez éliminer tous les temps perdus, les erreurs, les repalettisations, les problèmes de production, et finalement, vous arrivez en 10 jours. Ça, c'est du Lean. Mais si vous allez aussi faire du Six Sigma, c'est-à-dire que là, sur la courbe de droite, vous aviez une grosse dispersion, et en faisant du Six Sigma, vous allez réduire cette dispersion. C'est-à-dire que vous pourrez garantir à votre client que non seulement vous livrez en 10 jours, mais pratiquement, c'est à quelques heures près. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est l'association du Lean et du Six Sigma qui permet de réduire les délais et en même temps de maîtriser la variabilité. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire dans un projet DMAIC. Alors, comment on fait? Du coup, on va utiliser ces 5 phases DMAIC. Donc, je vais vous les présenter rapidement, puis essayer d'insister sur pourquoi ça marche, surtout quelques petits secrets qui fait que c'est une démarche très, très, très puissante. Alors, premier secret, effectivement, dans les démarches d'amélioration continue, on a tendance à passer, disons en général, de ce qu'on appelle une situation pratique, c'est-à-dire, voilà, j'ai un processus qui ne va pas, j'ai des défauts, j'ai des problèmes. Directement, on va chercher une solution. J'ai une machine qui génère des défauts, je change la machine, d'accord ? Mais on oublie de passer le premier secret du DMAIC, c'est de faire un détour par la statistique. C'est-à-dire finalement, pourquoi elle ne marche pas ma machine, pourquoi mon processus dysfonctionne. Je vais prendre un peu de temps pour faire une analyse statistique, collecter des données. Et je vais transformer ce défaut finalement en une série de données que je pourrai ensuite analyser. Et grâce à ça, je vais passer à une démarche en phase A qu'on va appeler pour trouver des solutions statistiques. Et ensuite, je pourrai revenir du coup à des solutions pratiques beaucoup plus efficaces finalement que si j'étais passé directement, d'essayer de trouver une solution directement sans passer par le détour par la statistique. Okay, le premier secret du DMAIC, c'est ce détour. Donc phase définir, on décrit une solution pratique. Phase M, on la caractérise par des données, on la transforme en situation statistique. Phase A, on va trouver des solutions statistiques avec de l'analyse statistique, parfois assez puissante, et on va revenir enfin en phase I, améliorer, improve à des solutions pratiques, et la phase C, en fait, consiste essentiellement à pérenniser les résultats obtenus. Retenez bien ce premier secret. Alors ensuite, deuxième secret,
Si j'avais un peu de temps, là, je vous raconterais comment, avant d'être chez Excel, je travaillais à l'aéroport de Lyon et on a réussi à faire décider par le comité de direction de l'aéroport d'investir plus d'1 million de francs dans les toilettes grâce à ce système de cliquet anti-retour. Hein. Mais bon, là, on est un peu pressé. Mais le principe du cliquet anti-retour, c'est quoi? C'est de bien respecter les démarches projet et de faire valider à chaque fin de phase ce qu'on a obtenu par le management, par le comité de direction, par les décideurs. Comme ça, on est sûr d'aller au bout. Hein, on est sûr d'aller au bout des solutions. Les démarches d'amélioration, souvent le problème, c'est qu'on ne va pas au bout. Hein, okay. Donc, d'où l'importance de ces cliquets anti-retour. Alors, c'est quoi ces cliquets anti-retour? En fait, c'est qu'à chaque phase, si on prend la phase définir, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail des phases, hein, c'est pour vous donner une idée. Donc, on va avoir un certain nombre d'étapes. Définir le projet, délimiter le processus, écouter les clients, bien entendu, c'est fondamental, trouver des leviers d'influence, qu'on appelle les facteurs influents pour améliorer ces YI, ce qu'on appelle ce que veut le client, on appelle ça des XI, prioriser ce sur quoi on veut travailler et faire une revue de fin de phase. Et à la fin de la phase ici, cette revue de fin de phase, on va faire ce qu'on appelle un go-no-go avec la direction, avec ce qu'on appelle le sponsor du projet, pour dire, OK, est-ce qu'on a tout? Est-ce qu'on peut passer à la phase M? Et c'est ça aussi, c'est un secret important de respecter ces phases et ces jalons dans la conduite de projet. Ensuite, donc, on va passer à la phase mesurée. Donc la phase mesurée, comme son nom l'indique, ça va être de collecter des données, donc de recenser ce qu'on a comme données, de préparer rigoureusement une collecte de données. Là encore, c'est un autre secret de ces démarches, c'est que il faut être très très rigoureux dans la définition des données à mesurer, dans la collecte, etc. On va vérifier que notre système de mesure est correct, on collecte ces données, et là on va commencer à faire un peu de stats pour voir la tête, ce qu'on appelle la tête des données. Je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. On peut calculer des capacités, justement le niveau de sigma du processus actuel, on le calcule ici, et en fait ça confirme l'idée de dire, bon, mon processus, il est bon ou il n'est pas bon. En général, il n'est pas bon, sinon on ne ferait pas le projet. D'accord? Et du coup, on a bien nos données, on a des bonnes données, fiables, suffisamment de données. On peut passer ensuite à notre phase A, qui va permettre d'analyser toutes ces données et de les faire parler. Hein. C'est là qu'on va faire parler les données. Donc là, du coup, on va faire un peu de stats. Alors, dans un projet des MAIC, l'INSEE Sigma, il n'y a pas forcément beaucoup de statistiques. Ça dépend des projets, mais on peut faire de très très beaux projets finalement, avec un peu de données, bien analysées et avoir des résultats très spectaculaires. Hein. Retenez quand même l'importance, on parle souvent dans le Six Sigma, des MAIC, oui, il y a beaucoup de stats, c'est compliqué, etc. Bon, il y a effectivement quand même des cas industriels où c'est compliqué, mais finalement, en étant dans beaucoup de cas, on arrive à faire parler ces données très simplement, sans des gros outils, sans faire beaucoup de mathématiques, j'en parlerai aussi tout à l'heure, et des résultats intéressants. Toujours, le secret, c'est quand même de rester bien rigoureux dans ces phases et ces jalons, c'est-à-dire, et surtout faire par exemple de l'analyse graphique, essayer de modéliser le processus, et rechercher aussi avec les bons vieux outils que probablement vous connaissez tous, hein, du brainstorming, les 5M, les Ishikawa, les 5 pourquoi, comprendre ce qui se passe, pourquoi j'ai des défauts sur mon procédé, pourquoi mes délais sont trop longs, pourquoi ça ne marche pas. Okay. Ensuite, revue de fin de phase, toujours, donc ce cliquet anti-retour. Est-ce qu'on pense qu'on a bien trouvé les causes? Est-ce que le management, le sponsor du projet, le champion et l'équipe sont d'accord pour continuer? Si oui, on passe ensuite à notre phase innover. Alors, le I, attention, le I de innover, c'est souvent un petit piège. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, dans un projet l'INSEE Sigma des MAIC, on ne peut pas dire qu'on est vraiment dans l'innovation, on est dans l'amélioration. Hein. C'était en anglais, ce I comme improve en anglais, on devrait le traduire en français par améliorer. Et un autre point fondamental de ce type de projet, c'est que finalement, comme on a bien travaillé avant, avec des solutions qui ne coûtent pas cher en général, quelques solutions, une série de solutions qui ne coûtent pas cher, on peut faire des améliorations très significatives sur le projet. Donc sans forcément... la caractéristique du DMIC, c'est qu'on ne chamboule pas le projet. Sinon,
on fait ce qu'on appelle du DFSS, Design for Six Sigma. Et là, c'est le principe de la feuille blanche, c'est-à-dire on va reconfigurer complètement le processus, ce qui n'est absolument pas le cas dans une démarche DMAIC. Dans une démarche DMAIC, on va trouver des solutions en général pas si compliquées que ça, pour bouger un petit peu notre processus, refaire de nouveaux réglages, former les opérateurs, faire quelques réimplantations et au final qui nous permettront d'avoir des résultats significatifs. Les investissements nécessaires dans un projet DMAIC sont souvent finalement assez faibles, d'accord, parce que on a réussi à trouver des points clés qui font qu'on maîtrise mieux les caractéristiques, ces YI qu'on veut influer, qu'on veut améliorer, et en trouvant ces XI influents. Okay, donc là, la phase I est assez classique aussi, c'est-à-dire que ça consiste à trouver des solutions, donc il y a toujours ce côté un peu créatif quand même, classer les solutions, les sélectionner, faire éventuellement une analyse de risque pour être sûr que dès qu'on change quelque chose dans un processus, on sait que ça peut générer des dysfonctionnements. Donc il faut faire attention, on fait un plan d'action, on met en œuvre. Donc le plan d'action, sans oublier le recours aux outils Lean qu'on peut, donc des chantiers Kaizen, on peut faire du 5S, du SMED, tous ces outils du Lean qui permettent, quand le sujet notamment du projet c'est de notre plus Lean, c'est-à-dire réduire des délais, éliminer des gaspillages, on va utiliser tous ces outils, d'accord. Donc ensuite on va mettre en œuvre les solutions, et dans le cadre de la phase I, ce qui est aussi important, on va faire des bilans avant-après, c'est-à-dire les solutions sont en marche, donc on va refaire des calculs grâce aux statistiques qu'on a fait un petit peu, de capacité, est-ce que ça s'est amélioré, tout ça, on évalue les résultats. Et enfin, dernière étape, revue de fin de phase, est-ce que finalement les solutions qu'on a prévues marchent, est-ce qu'on peut passer à la phase C, donc cette phase contrôlée, d'accord. Ensuite, donc on passe à la phase C. Alors là encore, petit piège, le C dans la DMAIC qu'on traduit souvent par contrôle, c'est absolument pas du contrôle. En anglais, to control, ça veut dire maîtriser. Donc il s'agit, quel est l'objectif de la phase C? C'est de garantir, de maîtriser le processus amélioré. Notre processus est amélioré. Maintenant, on veut que ces résultats soient pérennisés. Voire même, non seulement il faut qu'ils soient pérennisés, mais on peut probablement encore les améliorer. Donc on va utiliser des outils de l'amélioration continue. Donc premier outil, bien sûr, ce qu'on appelle les standards de travail. C'est-à-dire qu'on va revoir ou écrire de nouveaux standards de travail, des modes opératoires, des procédures, pour être sûr que les gains réalisés soient pérennisés. Il y a certainement de la formation pour le personnel par rapport à ce qu'on a modifié. Et puis ensuite, on va mettre en place des outils de pilotage pour surveiller le processus, donc des plans qualité processus, des cartes de contrôle, bien sûr les outils du Lean, la supervision active et le management visuel qui permettent de piloter ce qu'on appelle aussi les AIC, les animations intervalles courts, où on va piloter régulièrement le processus. Et grâce à tout le travail qu'on a fait en DMAIC, c'est ce qui fait aussi sa force, on connaît, comme on a dit, on a identifié ces fameux facteurs influents, ce qu'on appelle les XI, qui nous garantissent finalement que nos YI, ce qu'on appelle les résultats du processus, sont bons. On peut piloter au XI, comme on dit, c'est-à-dire que je vais être un peu en avance de phase sur des dérives. Si je maîtrise bien mes facteurs influents, une température ou la formation des opérateurs ou la qualité fournie par un fournisseur, je vais être sûr quasiment que mon produit ou mon service aura les caractéristiques souhaitées par le client. Donc, toute la force à la fin du DMAIC s'appuie aussi sur ce travail qu'on a fait sur ces YI et ces XI. Voilà, donc là le projet est terminé. Comme alors les bases, comme c'est du management de projet, les conduites de projet, les bonnes pratiques de management de projet veulent qu'on fasse aussi un bilan du projet. Alors à la fois sur les résultats, et j'en reparlerai aussi un petit peu tout à l'heure, donc deux types de résultats, les résultats opérationnels. Je dis n'importe quoi, mettons on voulait réduire de 30% notre taux de défaut sur un produit, c'est bon ou c'est pas bon, et aussi les résultats financiers. C'est, je dirais, obligatoire dans la démarche DMAIC. Il faut chiffrer financièrement les gains obtenus. Et on ne lance pas un projet DMAIC si on n'est pas capable de prouver qu'on va gagner des sous. Alors combien ?
Souvent, on dit un projet Greenbelt, c'est de l'ordre de 50 kg € par an, donc on évalue toujours par an. Un projet Black Belt, c'est plutôt de l'ordre de 100 kg €. Bon, c'est des chiffres indicatifs. L'essentiel, bon, effectivement, c'est le retour sur investissement du projet et c'est d'amortir, bien sûr, le projet et d'aller au-delà même. Et souvent, on a des résultats dans le domaine financier spectaculaires. C'est aussi cet aspect financier, ces gains financiers font aussi la force du projet parce qu'on est sûr d'avoir le soutien de la hiérarchie si on va gagner des sous, c'est bien connu. Et dernier point, d'un point de vue purement management de projet, comme on dit, on va faire un REX. C'est-à-dire il faut toujours se poser la question, finalement, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que le projet s'est déroulé correctement? Est-ce que la méthode a été efficace? Est-ce que l'équipe a bien participé? Est-ce qu'on a été bien soutenu par le management? Donc, capitaliser toujours sur un projet, quel que soit le type du projet, hein, ça c'est vrai pour n'importe quel type de projet, on capitalise pour que le prochain projet qu'on lance se passe mieux. Hein, d'accord? Donc si on sait qu'on a eu quelques difficultés dans la méthode à telle étape, en phase D, en phase I, on va l'écrire et trouver des solutions pour que la prochaine fois, ça se passe mieux. Ça, c'est un point clé de la conduite de projet, faire un REX. Et puis, bien entendu, on n'oublie pas de faire la fête, hein, parce que voilà, on a gagné, on a fait un beau projet, tout le monde est content, les gens sont bien mobilisés. Il faut aussi reconnaître, hein, célébrer, c'est aussi reconnaître le travail réalisé par l'équipe. Et parce que, bien entendu, ce qu'on attend, c'est qu'on recommence un projet derrière. Hein. Faire un projet, ça n'a pas beaucoup de sens, il faut en faire beaucoup, parce qu'on sait que dans une entreprise, il y a toujours plein de choses à améliorer. Donc, si ça a bien marché, on va recommencer. Voilà, donc là, vous avez voilà, tous les points clés du l'EDMAIC hein, qui vous sont révélés. Donc, cette étape, j'insiste sur vraiment ce côté, un des facteurs clés de succès de cette démarche, c'est le respect très strict de ces phases, de ces jalons, de ces étapes et l'utilisation à bon escient des outils. Donc, j'ai encore quelques secrets à vous révéler là-dessus. Pourquoi ça marche aussi? Il faut savoir ne pas tout vouloir améliorer d'un coup. Hein. Souvent, vous avez les managers qui disent « Oh là là, on a plein de choses à améliorer, on veut tout améliorer d'un coup. » Et en général, ça ne marche pas. C'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas à conduire nos projets d'amélioration à terme. Donc, un des grands secrets du DMAIC, c'est ce principe d'entonnoir hein, que vous voyez sur ce schéma, donc où on va partir finalement en phase définir de quelque chose d'assez générique, on ne sait pas où on va, hein. Ça c'est aussi une caractéristique d'un projet, c'est-à-dire qu'on lance un projet DMAIC probablement parce qu'on a un problème sur un processus qui ne marche pas bien, qui n'est pas dans les délais, qui génère des défauts, on ne sait pas trop pourquoi, sinon il n'y a pas besoin de lancer le projet, et tous les outils qu'on voit là, donc le SciPoc, VOC, tous ces outils vont aboutir finalement à une sélection, on va définir pour arriver en phase mesure une sélection de ce qu'on veut améliorer, des Y qu'on va améliorer et des X qu'on va améliorer. Et souvent, dans un peu l'orthodoxie du Lean Six Sigma des MAIC, finalement, on dit n'améliorons qu'un Y à la fois. C'est-à-dire, j'améliore le taux de défaut sur une caractéristique d'une pièce, j'améliore un délai, mais je ne cherche pas à améliorer deux choses à la fois, sinon on n'y arrivera pas ou ce sera compliqué. D'accord ? Et ensuite, une fois que je sais le Y que je veux améliorer, je vais pouvoir trouver les facteurs influents, CXI, et c'est pareil, CXI, si j'en ai 300, j'y arriverai pas. Il m'en faut 10, 15, 20, et là, je devrais y arriver. D'accord ? Donc, l'articulation des trois premières étapes du DMAIC, définir, mesurer, analyser, est vraiment cruciale. Le but, c'est d'arriver en phase analysée avec finalement 1 ou 2 Y, 10 ou 15 XI, pas plus. Et là, en principe, on sera très efficace. On va pouvoir faire de l'analyse statistique efficace, ou si on ne fait pas trop d'analyse statistique, on va pouvoir se focaliser sur des causes de variabilité, de retard, de défaut moindres, et on sera plus efficace dans la mise en œuvre des solutions. Donc ça, c'est vraiment important. C'est pas facile, parce que bon,
personnellement, j'ai l'occasion d'accompagner pas mal de gens en formation ou en coaching. Souvent, ils arrivent, ils disent voilà, on veut tout améliorer sur le processus, le délai ça va pas, la qualité ça va pas, les coûts ça va pas. Et si on essaye de cibler tout ça à la fois, eh ben on n'y arrive pas parce qu'on est face à une situation trop complexe. Donc, les premières étapes du DMAIC, définir, mesurer, analyser, on appelle ça, c'est des étapes de réduction de la complexité. C'est-à-dire d'arriver à quelque chose de complexe, bien sûr, sinon on ne lance pas le projet, à réduire cette complexité pour pouvoir la traiter, sinon on est dans des situations impossibles, on galère, on cherche dans tous les sens et on n'y arrive pas. Okay, ça c'est très très important. Alors, voilà, donc on a vu un rappel sur les fondamentaux du Lean, du Six Sigma, l'association des deux, qui permet de réduire la variabilité, les délais. On a vu les phases du DMAIC, déjà quelques petits secrets. Bon, comme on l'a dit, on parle souvent des stats dans le Six Sigma, notamment dans le Six Sigma. Je vous ai dit que c'est important, mais on n'est pas obligé d'en faire trop. Donc je vais vous parler quand même un peu de stats. Alors, les stats, c'est quoi ? Alors, comme on dit, il y a 3 sortes de mensonges. Le mensonge, le gros mensonge et enfin la statistique. C'est-à-dire que les chiffres, effectivement, si on n'y fait pas gaffe, on peut leur faire dire n'importe quoi. Comme disait Alfred Sauvy, les chiffres sont des innocents qui avouent n'importe quoi sous la torture. Et ça, je peux vous dire qu'on le voit tous les jours, notamment dans les médias, dans les sondages politiques. Il y a des tas de sondages biscornus. Les chiffres, quand les gens se battent sous les chiffres, souvent dans les médias, les hommes politiques, ils sortent des tas de chiffres, on ne sait pas d'où ça sort, etc. Donc, la statistique, la vraie statistique, ou comme disaient les inconnus, il y a la bonne statistique et la mauvaise statistique. Nous, en DMAIC, on essaye de faire de la bonne statistique, qui, je le répète, c'est pas toujours très compliqué et c'est très très efficace. Alors, qu'est-ce que c'est la statistique qu'on utilise, nous, dans le DMAIC ? Il n'y a pas besoin d'être non plus un grand mathématicien. C'est une méthode quand même rigoureuse. Le but, c'est d'être rigoureux, qui permet finalement de prendre des décisions avec un nombre assez limité de données et avec un risque connu. Donc, le principe dans vos entreprises, dans l'industrie, dans les services, c'est que on va essayer de décrire un processus. On va avoir un certain nombre de données, 50, 30, 100 données, 200 données. On va calculer des moyennes, on va calculer les caractéristiques, et on se dit, mais notre problème, c'est toujours finalement, est-ce que sur les mesures que j'ai fait là, est-ce que mon délai, là, je livre en 30 jours, est-ce que finalement c'est bien représentatif de ce qui se passe réellement ? Donc en respectant un certain nombre de règles statistiques, on va en être à peu près sûr. Un statisticien ne vous dira jamais qu'il est sûr de quelque chose, d'accord ? On va en être à peu près sûr, avec un niveau de risque qu'on va être capable d'évaluer, et avec ça, on va pouvoir progresser, on va pouvoir s'améliorer, d'accord ? Donc, c'est des méthodes, si là, vous avez une définition, il y en aurait plusieurs, des définitions de la stat, on va dire c'est des méthodes suffisamment rigoureuses qui permettent de prendre des décisions efficaces, une bonne édition, dans une situation d'incertitude, et cette incertitude, on l'a quand même toujours, à partir du moment où, si vous fabriquez des milliers de seringues par jour, vous ne pouvez pas vérifier le diamètre de toutes vos seringues, vous allez en prélever quelques-unes, quelques dizaines, et vous allez vous dire, sur la base de 30 seringues, je suppose que le diamètre moyen de mes seringues est de temps, d'accord ? Ou de mes boulons, si vous préférez, et ça, c'est de la statistique. Et si vous faites ça correctement, on y arrive. Donc voilà cette introduction. Alors, pourquoi quand même, quel est l'intérêt de la stat dans des projets comme le DMAIC, ou en général d'ailleurs ? C'est d'éviter de s'engueuler en disant ouais, la machine elle est bonne, la machine elle est pas bonne, le processus il fonctionne bien ou pas bien, ou tel fournisseur nous fournit des bonnes pièces, de la bonne matière ou pas. On va mesurer. Donc la statistique va nous donner des mesures qui vont nous permettre de dire arrêter de s'engueuler et passer à du factuel, à des chiffres. C'est vraiment, on va rendre mesurable une performance, on va calculer des statistiques, des capacités, par exemple, de processus, pour dire, ok, le processus, il est bon ou il n'est pas bon. Donc, il y a aussi, alors, souvent, nous, quand on interroge les gens avec qui on travaille sur leur projet, on se dit, alors, ça s'est passé comment, votre projet ? Il y a assez fréquemment le fait qu'ils nous disent, maintenant, on fait un peu plus gaffe quand on parle de chiffres. Il y a une certaine montée en maturité, en compétences. Par exemple, on n'a plus le droit de dire en moyenne, je reprends mon exemple, on livre en 30 jours. Ça, vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous dites en moyenne, on livre en 30 jours,
avec un écart type de 2 jours, par exemple. Ou même, mon délai maxi, ça a été 40 jours et mon délai mini, ça a été 20 jours. On prend l'habitude de parler de dispersion. Dans votre déplacement, pour venir au boulot tous les matins, vous ne devez pas dire « je mets 30 minutes ». Vous devez dire « je mets 30 minutes plus ou moins 10 minutes ». Comme ça, vous êtes sûr de... si jamais vous avez un rendez-vous important, vous prenez 10 minutes, vous partez 10 minutes à l'avance et vous êtes sûr d'arriver à l'heure. Donc c'est aussi cette montée en réflexion sur des notions statistiques, aussi sur la taille des mesures. J'entends souvent, les gens comparent 2 processus ou 2 lignes de fabrication. On dit il y en a une, elle est mauvaise, elle a un taux de défaut de 3%, alors que l'autre a un défaut de 0,5%. Si vous me dites ça, moi je vais vous demander mais combien vous avez fait de mesures. Si vous en avez 5, votre mesure elle vaut rien. D'accord ? Donc il faut au moins 100 mesures probablement pour être sûr de pouvoir comparer les 2 lignes. Okay ? Donc ça, c'est apprendre aussi ça, la statistique. Ça permet de fiabiliser, de prendre des décisions, de discuter sur des choses plus fiables. Donc c'est quand même important. Ok, donc, et c'est basé, ce qu'il faut toujours avoir en tête, sur cette notion d'échantillonnage en fait. Donc il est probable que dans vos processus, dans vos métiers, dans vos entreprises, vous ne pouvez pas tout mesurer. Vous avez des lignes de fabrication qui produisent des milliers de pièces par jour. Vous êtes dans des services, des activités de service, vous traitez des centaines ou des milliers de dossiers par jour. Vous ne pouvez pas tout faire du contrôle 100% de vos produits, de vos services, des mesures. Donc on va toujours échantillonner. Et la question de base d'ailleurs, c'est quelle taille, combien on fait de mesures. Et la statistique permet de répondre à cette question de manière fiable et de vous dire avec quel risque vous avez à prendre des décisions. Et ce qui est fabuleux d'ailleurs, c'est que des fois avec très peu de mesures, 5, 10 mesures, on arrive à prendre des décisions. Et c'est aussi ça qui est extraordinaire dans la statistique, à partir du moment où on fait ça correctement. Donc il en faut un petit peu, un minimum. Je répète, le DMAIC, on n'est pas obligé de faire des grosses stats. On va en faire un petit peu en retenant ces quelques précautions que je viens de vous évoquer. Ça permet de ne pas faire d'erreurs grossières dans les décisions, dans les recherches de solutions. Voilà, donc ce petit détour par la stat. Alors, autre point, un secret bien entendu, la stat ou l'analyse de données en général, ça passe par le visuel. Donc arrêtez de sortir des tableaux avec 30 colonnes et 3000 lignes. Ces tableaux, il faut les transformer en graphiques. Donc, il y a des tas de graphiques assez simples qu'on peut faire dans Excel ou dans certains outils et qui vont faire, comme on dit, parler les données. On va voir si par exemple ce graphique que vous avez là qui s'appelle une boîte à moustaches, ça permet de comparer 2 populations. Et là, on voit très bien que la population de droite, il y a plus de variabilité, donc probablement il y a des problèmes sur ce processus, alors qu'il y en a moins ici, par exemple. On voit qu'il y a une légère différence de tendance centrale, de moyenne ou de médiane. Voilà. On voit des choses. Sur ce graphique ici, qu'on appelle un nuage de points, on voit bien que plus la variable en abscisse augmente, plus la donnée en ordonnée augmente. Donc ça permet de voir des choses et d'illustrer les choses et de faire apparaître visuellement. On voit que sur un graphique, ce qu'on appelle une série chronologique, dans le temps, il n'y a pas de tendance à la hausse, il y a une grosse variabilité, voilà. Donc le fait de savoir regarder, d'apprendre d'ailleurs à regarder ces graphiques, à les faire parler, c'est très très puissant là encore, et on va pouvoir se rendre compte des choses. Donc on dit toujours une image égale 10 000 mots, faites des graphiques, faites parler ces données, et ça vous permettra aussi de trouver, d'orienter vos solutions, de trouver des bonnes solutions. Donc là, voilà, on a fini un peu, je vous ai rappelé donc, les fondamentaux du Lean, du Six Sigma, le DMAIC, un petit détour par la statistique, comme je l'ai dit, pour mieux trouver des bonnes solutions. Alors on va terminer cette conférence par 2 points. Finalement, pourquoi ça marche le DMAIC, je vous l'ai un petit peu dit, mais on va résumer quelque chose. Et quelques précautions à prendre ensuite sur comment réussir un bon projet, comment réussir son projet DMAIC quand vous vous lancez dans cette aventure. Alors déjà, pourquoi ça marche, c'est pour résumer un petit peu ce qu'on a vu, les principaux points, donc son originalité, ce qui fait que ça marche. Alors,
c'est bien sûr la rigueur, hein, d'accord, à la fois la rigueur et l'ambition. Ça marche parce que quand on lance des projets d'MIC, on a toujours une certaine ambition en lien toujours avec les objectifs stratégiques de l'entreprise, en lien avec les enjeux. Le DMIC vise à améliorer un processus. On ne dit pas, ouais, je vais essayer de gratter 2-3% dans mes ppm, dans mes défauts, dans mes taux de défaut, etc. Je vais améliorer de 30% mon taux de défaut, ou je veux réduire de 50% mon délai, mon temps de cycle de processus. Il faut être ambitieux, viser le zéro défaut. Alors, sans aller, ça dépend de vos activités, hein, on est plutôt ambitieux. Ça, c'est déjà, premier point, c'est ce qui fait que ça marche, parce que on va mobiliser l'entreprise, mobiliser le management là-dessus. Deuxième élément qui fait que ça marche, c'est le côté factuel, hein. Donc ça, comme on l'a vu, le fait d'être très factuel, très précis, ça va nous orienter vers les bonnes solutions. C'est aussi d'être factuel et en même temps de se focaliser sur les causes racines, hein, comme on dit, les causes fondamentales, l'utilisation, voilà ce qu'on résume souvent par le 5P, hein, le 5 pourquoi. On va aller aux causes, bien comprendre ce qui se passe. Par exemple, hein, on prend dans la phase définir, on conseille toujours de passer beaucoup de temps à observer le processus, à comprendre ce qui se passe, à aller sur le terrain. On parle de nous, ce qu'on appelle marcher le long du processus, pour bien identifier les défauts possibles, comprendre et ensuite bien analyser tout ça. D'accord. Quatrième facteur clé de succès, enfin, ou du moins d'originalité, c'est ce go-no-go, ces phases, ces jalons, ces cliquets anti-retour, hein, que j'ai évoqués. Si vous respectez bien ces étapes, vous allez au bout des solutions, hein. On sait que dans les démarches d'amélioration continue ou d'excellence opérationnelle, les projets ont souvent des difficultés quand il faut mettre en œuvre les solutions. Et là, grâce à ça, on va au bout. Et après, c'est aussi le côté collectif, intelligence collective du Lean, hein, qui fait qu'on va mobiliser différents métiers, la finance, la prod, le commercial, différents managers sur le projet, sur des objectifs communs. On va partager, on va réfléchir ensemble, et tout ça, ça fait que ça ne marche pas. Donc voilà, c'est le Lean Six Sigma, le DMIC Lean Six Sigma s'appuie sur ces principes, et c'est pourquoi que ça marche. Pour ça que ça marche. Et pour terminer, donc, alors oui, j'allais oublier quelque chose d'important, qui est aussi un secret, hein, pas en confidence là. Évidemment, ça marche parce que la seule chose qui intéresse les managers, finalement, c'est l'argent. Et normalement, on peut leur prouver, hein, grâce à Taguchi, hein, dont vous avez la photo, on peut prouver que quand on réduit la variabilité d'un processus, donc sur les caractéristiques, hein, d'une pièce, d'un délai, voilà, ce que j'ai d'un service, on réduit les coûts. Et donc le fait de s'attaquer à la variabilité d'un processus, on est sûr qu'on va gagner de l'argent. Même, hein, c'est ce qu'avait prouvé Taguchi, même si je suis dans les limites de spécification du client, d'accord, plus je vais réduire ma variabilité, hein, ce qui se voit sur ces courbes-là, moins je vais perdre d'argent, on va dire. Hein, toute variabilité crée des coûts parce que y a du retravail, il y a peut-être des difficultés d'assemblage de pièces, le client va râler, on a du mal à assembler, etc., etc. La variabilité, ça coûte cher. Donc, le but du Lean Six Sigma, des projets d'MIC Lean Six Sigma, c'est de réduire cette variabilité. Et c'est ça qui fait gagner de l'argent. Et je répète, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi, on doit toujours, dans un projet d'MIC, estimer et mettre en évidence les gains financiers. Dans la charte projet, hein, ce qu'on appelle la charte projet, donc quand on lance le projet, on doit dire, bon, je pense que, on estime, alors souvent une estimation, le projet va permettre d'économiser 50, 60, 100 kg euros, 300 kg euros. Hein, l'expérience prouve qu'on a des fois des projets pratiquement qui permettent de gagner, alors à l'extrême, on va dire presque 1 million d'euros en année pleine. Après, voilà, il y a beaucoup de variabilité pour le coup, hein, dans les projets, mais des 100, 200, 300 kg euros sont des choses qu'on voit assez fréquemment finalement, hein, grâce à ces projets. Et bien sûr, si on parle de ça, on va avoir le soutien du management et on pourra conduire notre projet à terme. Voilà, et pour terminer,
quelques conseils, hein, comment réussir, hein, comment réussir votre projet, comment on peut être sûr d'aller au bout du projet. Donc grâce à la démarche, vous réussirez votre projet si vous êtes soutenu, bien entendu, engagement fort de la direction, là encore, c'est les bases du management de projet, ça, hein. Donc, notamment dans la structure de conduite de projet, on parle de sponsors, de champions, à qui vous ferez valider l'avancement du projet, qui vous soutiendront dans le projet. Un autre point très important, je l'ai évoqué dans la phase définir, c'est qu'il faut passer suffisamment de temps, ne pas vouloir aller trop vite et notamment bien identifier les besoins des clients. Souvent, on pense qu'on connaît le besoin du client et finalement, on se trompe. Surtout, d'ailleurs, ce type de projet peut être mené pour des projets internes, hein, donc des processus internes. Imaginons, on veut améliorer un processus de maintenance. Est-ce que dans votre entreprise, la maintenance a déjà été rencontrée, la production, pour lui demander quelles étaient ses attentes? On pense qu'on les connaît, il y a des choses parfois évidentes, mais des fois ça ne fait pas de mal, hein, d'aller rencontrer les clients internes pour leur demander de manière très structurée, très formelle ce qu'ils veulent et ce qui nous permettra justement d'identifier nos fameux YI. Troisième point clé de succès, c'est que le DMAIC Six Sigma s'attache toujours à améliorer un processus. Ce n'est pas de la résolution de problèmes. Quel est le processus qu'on veut améliorer? Où il commence? Où il se termine? Comment il fonctionne aujourd'hui? Donc ça, là encore, c'est ce qui fait qu'on aura des gains relativement importants, des améliorations qui vont être significatives. On s'attache à améliorer un processus. Alors ensuite, quatrième facteur clé de succès, il faut une équipe projet, hein. Donc je parle un peu de l'intelligence collective. Donc il faut trouver une équipe projet bien choisie, qui va garantir, qui sera stable dans le temps, disponible, hein. Alors on a toujours le problème de la disponibilité des ressources. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très important. Alors, cinquième secret, cinquième point clé, on sait, alors il faut se former un peu aux stats, hein, même si je répète, c'est pas toujours énorme. Voilà, donc il va falloir utiliser ces outils statistiques suivant l'ampleur du projet, voilà, qui nous permettront d'aller au bout. Viser un retour rapide, hein, c'est ce que je disais. Donc si on dit qu'on gagne 50 kg, le projet à tout casser, il va coûter, si on prend les temps de disponibilité, 10, 15, 20 kg, c'est amorti en une demi-année pratiquement. Donc là, on est sûr, on peut prouver qu'on a un amortissement très rapide du projet. Et enfin, on va essayer de développer, dernier secret que j'ai évoqué, développer cette culture de la dispersion, hein, de la mesure et de la dispersion. Je ne veux plus vous entendre parler de moyenne, de médiane. Il faut parler aussi d'écart type, et même si vous n'allez pas jusque-là, de mini et de maxi, ce qu'on appelle l'étendue. Hein. C'est quoi l'étendue de votre processus? Essayez de développer cette culture parce que la variabilité coûte cher. Et quand on commence à mesurer la dispersion, on améliore significativement nos projets. Voilà, donc moi j'en ai terminé pour... disons l'énoncé, hein, vous savez tout, là je pense que maintenant vous connaissez tous les secrets du DMAIC. Alors, on va dire peut-être pas tout, hein, donc si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de venir participer à nos formations. Donc on organise, hein, donc on organise des formations DMAIC Six Sigma qui pour 4 niveaux, on va dire, pour le Yellow Belt, Green Belt, Black Belt et Master Black Belt, hein, d'accord. Donc ces 4 niveaux sont très bien définis, correspondent à un certain nombre de maîtrise d'outils. En fait, le Yellow Belt, en gros, on voit le DMAIC, on sait faire, on connaît le DMAIC avec pratiquement très très peu de stats et des outils de base. Le Green Belt, à chaque fois on enrichit les outils. C'est-à-dire le Green Belt, on attaque des projets un peu plus complexes, donc il faut des outils d'analyse un peu plus complexes, notamment un peu plus de stats. Pareil pour le Black Belt. Et le Master Black Belt, par contre, on saute un pas. C'est-à-dire le Master Black Belt, c'est quelqu'un qui est déjà Black Belt, qui a probablement déjà conduit un certain nombre de projets et qui est plus en situation de piloter un ensemble de projets dans une entreprise. Hein, donc si vous voulez plus, voilà, donc il y a ces formations.
Si je ne vais pas trop en parler là, mais si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez aller sur notre site internet, nous contacter et on vous précisera les contenus et notamment aussi tout ce qui est certification, qui est très important, c'est qu'on propose aussi des certifications de compétences qui sont aujourd'hui très valorisées sur le marché de l'emploi ou pour vous c'est important. Voilà, donc on passe peut-être là à une partie plus questions, je ne sais pas si je laisse... Oui, merci beaucoup Pierre. Donc du coup on a beaucoup de questions, on va essayer d'en traiter le maximum dans le temps imparti. Donc j'ai une première question, comment identifier le projet et constituer l'équipe ? Alors effectivement la difficulté, donc qu'est-ce qu'un bon projet DMAIC ? Alors très rapidement, il y a des grilles, donc c'est un processus, donc comme je disais vous améliorez un processus, il y a des enjeux importants. Donc l'entreprise, vous aurez le soutien de la direction. Il faut pouvoir collecter des données. D'accord ? Donc ça veut dire que votre processus, il existe, il fonctionne. On peut avoir un historique de fonctionnement, faire des campagnes de mesure. Et après, je dirais, il y a des compétences. Je résume vraiment les points clés. On aura des ressources disponibles d'équipe projet et on maîtrise les outils. Très rapidement, c'est les principaux paramètres de lancement d'un projet DMAIC. Après, il y a le côté équipe. Donc, comment constituer une bonne équipe de Lean Six Sigma pour un projet DMAIC. Il faut des gens, alors bien sûr, il faut des gens du terrain, d'accord. Donc, il faut être capable on va impliquer des opérateurs, des ouvriers ou des collaborateurs de service, si on travaille dans des activités de service. C'est eux, comme on l'a vu, on parle de valeur ajoutée, on va observer ce qui se passe sur le terrain, donc il faut impérativement avoir des gens du terrain. Puis après, on peut s'adjoindre, on va essayer d'être transversal, c'est-à-dire si on prend des opérateurs, on peut prendre des gens du service méthode, de la qualité, penser à impliquer aussi des gens qui peuvent apporter une expertise dans le projet pour trouver des solutions. Voilà, rapidement, mais le choix du projet, du thème, du thème, c'est le processus, des enjeux importants et des améliorations fortes. On sait qu'on a vraiment des problèmes et aussi souvent, si on lance un projet DMAIC, c'est probablement que les méthodes classiques de résolution de problèmes n'ont pas marché jusque-là. On n'a pas de solution évidente, sinon c'est pas la peine. Ok, voilà, peut-être premier point, j'espère que ça répond. D'autres questions ? Alors, tu as déjà abordé un peu le sujet, il me semble, mais donc du coup, pour réaffirmer, est-ce que le DMAIC fonctionne aussi bien dans les services que dans l'industrie ? Oui, alors effectivement, aujourd'hui, le DMAIC est effectivement né, le Lean Six Sigma, c'est né dans l'industrie, c'est notamment Motorola, General Electric, donc à la base, c'est un outil d'amélioration de l'industrie, et aujourd'hui, qui se développe énormément dans les services, notamment, on peut dire, dans les services un peu de flux, comme la banque, l'assurance, la logistique, où finalement, on cherche à améliorer des processus, des flux, et ça marche parfaitement bien. Alors, dans ces cas-là, on va dire, en général, on a plus une connotation lean, c'est-à-dire qu'on veut comprendre. Je prends un exemple, j'ai eu des exemples de traitement de commandes, d'administration des ventes, comment réduire un délai de traitement des commandes clients et comment diminuer aussi le taux d'erreur dans le traitement de ces commandes, sur les références, sur les coûts, etc. Et ça marche très bien parce qu'on va décrire le processus en phase définir, on va analyser les causes de variabilité et on va arriver à des solutions. Alors avec en général, pour le coup, des statistiques assez réduites, mais ça marche très bien, d'accord. Et notamment, c'est vraiment tous les outils Lean, ce qu'on appelle des VSM, d'analyse de déroulement, qui sont très puissants pour quantifier les choses. Dans les services, on a souvent moins l'habitude de quantifier. Et du coup, là, justement, ça permet de développer cette culture un peu de la variabilité, de la dispersion et d'analyse de données. Toujours dans les processus administratifs, il y a quelqu'un qui demande quel plan de collecte possible. Alors, dans les plans de collecte, dans les processus administratifs, alors très franchement, effectivement, c'est souvent du délai. C'est-à-dire, je reprends mon exemple de traitement de commande.
On va identifier les étapes, je sais pas, vous avez 5 ou 6 étapes, on reçoit la commande client, il faut la vérifier, on la saisit dans le système, on vérifie la disponibilité des produits, on la fait valider, on fait une analyse financière, bon, on rédige un devis, donc on aura ces différentes étapes. Et en fait, la donnée, là, souvent, ça va consister à quantifier les durées moyennes de chacune de ces traitements, quantifier leur variabilité, et rien que déjà là, on va se rendre compte d'un certain nombre de choses. Souvent, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on va prendre, on va quantifier, je disais, j'en parle parce que j'ai déjà eu des exemples là-dessus, les erreurs dans les commandes. On va souvent quantifier le taux d'erreur. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire des campagnes. Alors, soit on a des systèmes informatiques, on essaye d'extraire un maximum de choses de vos systèmes informatiques, des SAP, de vos CRM. Il y a beaucoup de données en général. On va les extraire et on va les faire parler et ça marche assez bien. Et il y a aussi parfois des cas où on est obligé quand même de mesurer sur le terrain. Alors attention, bien entendu, dès qu'on parle de temps, ça devient très délicat d'un point de vue humain. Dans les services administratifs, administration des ventes, comptabilité, ressources humaines, on a peu l'habitude d'être chronométré et ça peut être très délicat, d'où l'importance de la conduite de changement, d'expliquer de l'amélioration, etc. Mais voilà, j'ai un exemple qui me vient en tête aussi dans un service formation, finalement, qui faisait énormément de formations. On a collecté combien il y a de formations par an. Par exemple, le nombre de changements. Ce qui se passait quand elles organisaient les formations, c'est que normalement, il y avait 5 personnes prévues, puis pendant toute la préparation, il y en a qui s'enlevaient, etc. On a quantifié le nombre de changements par formation. Et à chaque fois qu'il y avait un changement, ça prenait plusieurs heures. On s'est rendu compte que pratiquement, il y avait 1000 heures sur une année, 1000 heures de gaspillage qu'on aurait pu peut-être diminuer au moins de moitié en évitant certains changements dans les formations. Donc là, on arrive à quantifier des choses, même si peut-être c'est moins facile que dans l'industrie, mais on y arrive. On y arrive. Alors, j'ai pas mal de personnes qui se posent la question du temps en fait qu'il faut, enfin combien de temps va durer une démarche de MAIC. Donc autant dans un cas très simple ou maximum à ne pas dépasser, ou enfin voilà un petit peu une notion, si tu peux nous éclairer là-dessus. Ok, alors le délai alors je vais on peut faire des stats, vous allez me dire. Alors je veux dire le délai moyen médian, alors on va dire parce que c'est pas normal, c'est pas normal, mais bon. Le délai médian de traitement d'un projet d'MAIC, c'est 9 mois, avec une énorme dispersion. On va dire, c'est-à-dire on peut voir des projets qui peuvent se faire en 2-3 mois, ça existe. Bon. Et des projets qui vont prendre 2 ans. Je veux dire, là on voit, là encore, alors si on parle de stats, ce que je vous dis là, c'est probablement, j'ai pas des données vraiment représentatives de tous les projets du monde ni de la France. Ça, ces chiffres-là, c'est basé sur ce qu'on a pu observer nous à Excel Group. Ça dépend pas mal des projets. Ça dépend aussi beaucoup de l'expérience du chef de projet. Moi, ce qu'on observe aussi, c'est que si vous faites un premier projet, et surtout si on n'a pas déjà eu dans l'entreprise, vous allez mettre 1 an ou 2. Et votre deuxième projet, vous mettrez moins d'1 an, 9 mois, voilà. Donc quand on a avec de l'expérience, on arrive à les conduire plus rapidement. Mais retenez que c'est quand même, voilà, c'est des gros projets quand même. C'est pas un truc que vous allez faire en 2 semaines. C'est, je dirais, 6 mois, 9 mois, 1 an. Assez classiquement, on est sur ce type de durée. D'accord ? C'est assez long. D'autres questions ? Ouais. Alors, on avait une question sur comment bien définir le planning pour le projet et ne pas dériver, en fait, comment cadrer tout ça. Alors, le planning du projet, comme je vous l'ai montré, le DMAIC facilite. C'est-à-dire, vous savez que vous avez 5 phases. Donc, je dirais déjà au minimum, en général, on dit 1 mois par phase. Ça vous fait déjà 5 mois. Ensuite, dans chaque phase, vous l'avez vu sur les schémas que je vous ai montrés, que je peux vous remontrer un petit peu là, on a des étapes. Donc quand vous planifiez votre projet, voilà, ces étapes ici vont vous permettre de dire voilà, combien de temps il faut pour définir le projet, combien de temps il faut pour délimiter le projet. Donc en fonction du contexte, etc., vous allez chiffrer, vous allez faire un planning, un Gantt ou un diagramme avec toutes ces étapes et dire combien de temps ça va me prendre, et vous arrivez à quantifier de manière assez précise un projet. Bon, là encore, c'est une question d'expérience. Si vous avez déjà mené un projet, vous allez capitaliser en fonction du contexte de votre entreprise là-dessus. Le premier projet qu'on fait, on va se tromper un peu sur les délais. Bon, c'est assez classique, mais on arrive, voilà, on va s'appuyer sur ces notions de phase, d'étape, de jalon
pour arriver à établir le planning de notre projet, de la conduite de notre projet. Est-ce que tu aurais des outils à conseiller pour les statistiques? Est-ce que du Excel ça suffit ou est-ce qu'il y aurait des logiciels plus... Alors sur les outils, bon, alors avec Excel effectivement on peut faire déjà pas mal de choses. Bon, faut bien, il y a un module, on peut rajouter, ça dépend de la version d'Excel qu'on a. Dans les dernières versions, vous pouvez télécharger, installer un module qui permet de faire des stats avancées. Sinon, dans Excel, les outils de base, on sait calculer des moyennes, des écarts types, des variances, faire un certain nombre de comparaisons. Voilà. Après, si on veut faire des graphiques un peu plus élaborés, des boîtes à moustaches, des tests de normalité, il faut rajouter ces modules. Alors après, l'outil le plus connu aujourd'hui et probablement le plus performant, c'est Minitab, qu'on utilise nous, c'est l'outil qu'on utilise. Bon, qui est probablement le plus répandu sur le marché, le plus puissant, un peu cher probablement. Bon, voilà, après, c'est les licences, c'est pas à la portée de tout le monde, mais dans les grosses entreprises, ça pose pas de problème. Bon, sinon, il y a d'autres outils, il y a Ellipse, voilà, un certain nombre d'outils. Alors nous, on vend pas les outils, mais si vous cherchez un peu sur Internet, vous allez en trouver. Sinon, quand vous tapez sur Internet, il y a des tas de gens, c'est formidable. Si vous voulez faire une carte de contrôle sur Internet, vous tapez carte de contrôle, et il y a des tas de gens super qui vous fournissent des informations gratuites. On trouve aussi énormément de choses sur Internet. Enfin, si vous voulez, n'hésitez pas à y aller. C'est très pratique. On va prendre une dernière question. Après, on va déborder un peu, peut-être d'une minute, mais c'est intéressant. Donc, quelle différence d'un point de vue pratique entre un green belt et un black belt au niveau de la profondeur des mesures de statistiques, les types de projets qu'on peut mener selon la certification? Alors, en gros, un green, c'est le niveau de complexité du sujet en fait. Plus on monte en ceinture, entre guillemets, plus le sujet est complexe. Alors, des chiffres aussi en pratique, vous avez les gains. Déjà, je vous disais, en gros, un green, on estime qu'on doit économiser à peu près 50 kg par an. Un black, c'est plutôt 100 kg. Voilà, ça c'est déjà souvent une première différence. Les gains estimés, même si c'est très très approximatif. Ça. Ensuite, la différence essentielle, justement, elle va aussi porter sur les outils stats. En green, on peut s'en débrouiller sans trop faire de statistiques. En principe, en black belt, puisque le sujet est plus complexe, on va faire plus de statistiques, notamment ce qu'on appelle les statistiques d'inférence, qui permettent de mettre en lien avec des outils, ce qu'on appelle les tests d'hypothèse, des régressions, de quantifier et mesurer les liens que peut avoir la température sur la résistance de votre donnée. On va trouver des modèles. Un black belt, on passe beaucoup plus de temps là-dessus. Ça peut être aussi sur des outils lean un peu plus évolués. On va faire plus de VSM, des choses comme ça. Donc, c'est le niveau de complexité. L'équipe sera un petit peu plus difficile à animer. Le projet Black Belt sera plus transverse. Donc, on va faire les méthodes, la maintenance, la prod, commerciale. Voilà, c'est des notions surtout de complexité sur les green et black. Merci beaucoup Pierre. Donc il est midi, on va s'arrêter là. J'espère que cette conférence a répondu à la plupart de vos interrogations. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. Par contre, n'hésitez pas à joindre Pierre directement via LinkedIn pour lui poser une question, avoir un petit peu son retour là-dessus. Si vous avez un projet et que vous avez besoin d'un peu d'aide pour démarrer, n'hésitez pas à nous contacter. Rapidement, nos prochaines webconférences, donc on en fait une par mois. Là, c'était la webconférence de la rentrée. Et donc, nous traiterons du lean et de l'amélioration des conditions de travail au mois d'octobre. Ensuite, le lean pour manager. Et après, on fera un point sur diagnostic de performance. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à cette prochaine webconférence. Merci encore pour votre présence aujourd'hui. Merci à Pierre pour cette présentation. Merci, et puis, bon plaisir. appétit à tous et bon week-end à venir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Bon. Voilà, donc au revoir à tous. Merci de m'avoir écouté et peut-être à bientôt. Au revoir.